Bonjour et bienvenue au balado L'Indice du bonheur avec Atmanco. Donc aujourd'hui, on a tout un sujet. Donc on va parler des départs des employés, à savoir quel type d'informations est-ce qu'on peut obtenir lorsque les gens quittent. Donc j'ai Marie-Christine Drolet d'Atman et j'ai ma collègue Christine. Bonjour. Et Sabrina Poirier. Bonjour, Marie-Christine et Christiane. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. On a choisi nos invités vraiment avec grande attention et on a voulu t'inviter parce que tu as vraiment tout un bagage, tant au niveau scientifique que dans les interventions que tu as fait. Donc, plus de 20 années d'expérience en psychométrie, accompagnement en développement organisationnel. Donc, puis, on a ajouté aussi un petit, justement, MBA, donc doctorat en psychologie industrielle. En cours, donc en psychologie industrielle et aussi côté plus affaires pour bien comprendre les enjeux. Donc on a aimé le mélange, puis aussi tu es beaucoup en gestion du capital humain allié à la stratégie d'organisation. Donc est-ce qu'on résume bien ton approche? Oui. En fait, ça s'inscrit beaucoup dans la psychologie du travail. Hein. C'est pas mal ça mon dada. Excellent, mais toujours associé à quand même comprendre la donnée, la statistique, etc., qui va nous supporter pour nos prises de décision. Donc, depuis que je te connais, là, c'est pas juste des impressions, là. Puis, pourquoi, justement, le départ d'un employé pourrait être un moment clé selon toi? Ben en fait, moi, la raison pour laquelle j'ai été amenée à m'intéresser à ça, c'est justement à un moment donné avec une assez grande organisation, ils ont décidé de confier les entrevues de départ à l'externe. Fait que puis ça fait 2 ans là, que je fais ça, puis finalement j'en ai parlé autour de moi. J'ai vu beaucoup de bénéfices d'externaliser les entrevues de départ, puis pas juste un peu dans l'optique que tu dis là, de la donnée. Je trouve que l'entrevue de départ c'est intéressant, on le fait, on a de l'info, mais c'est pas cette capture là d'informations. Ce que j'ai remarqué, c'est finalement quand on avait compilé toutes ces données là sur un laps de temps de 18 mois, 2 ans, là je suis rendue à ma 3e année avec cette organisation là. C'est le fun de prendre de la hauteur, tu sais, un peu quand on dit comment on peut contribuer à la stratégie. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a des petits détails, il y a des petites anomalies, il y a des affaires, mais quand c'est toujours un partenaire d'affaires qui prend l'entrevue de départ, c'est dur d'agir, puis c'est dur pour la haute direction de vraiment avoir la vue d'ensemble, puis on fait passer, dans le fond, on a des questionnaires qui est plus standardisés, fait qu'on a une donnée qui est quantitative, qui nous permet de comparer les réponses des personnes en pourcentage, puis on a une donnée qui est qualitative parce qu'on fait aussi une entrevue semi-dirigée avec les individus, fait que ça a été ça un peu là puis dans le fond, ce que je te disais aussi, c'est que ça m'a comme un peu de faire ça, ces entrevues de départ-là. Tu sais, on intervient souvent en mobilisation, on conseille souvent les gestionnaires, on dit ça a de l'impact. On dirait que de façon rétrospective, ça me donnait de l'information pour dire comment je peux essayer de les prévenir ou c'est quoi les items qui vont avoir plus d'impact. Fait que c'est un peu comme ça. Là. Justement, avec tes expériences, y a-tu c'est quoi les principales raisons des départs? Est-ce que c'est vraiment le boss? Est-ce que c'est vrai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. C'est sûr que le comportement du supérieur va rentrer en ligne de compte, là. Puis, mais je pense qu'une relation d'emploi, c'est un peu comme un mariage, là, tu sais, des fois ça a fini par s'user, là, puis des fois quand la personne n'est pas à bonne place, les gestionnaires en général ça va rouler vite aussi, là, le propre gestionnaire, le milieu va le faire, qui va s'évacuer lui-même, fait que répondre à ta question, pas tant que ça. Okay. Pas tant que ça. Ta relation avec ton supérieur, les études montraient ça. Aujourd'hui, les générations changent, le monde du travail change. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que c'est beaucoup les perspectives d'emploi, les perspectives de carrière. Okay. Là, tu sais, je regardais là, les stats là, que la dernière revue de littérature qu'on a demandé, là, c'est beaucoup les perspectives d'évolution. Est-ce que ça me permet? Mais c'est sûr que, tu sais, perspective d'évolution, des fois, tu vas le tolérer ou tu vas être optimiste ou tu vas attendre. Fait que c'est là que ta relation avec ton supérieur, ton lien de confiance avec,
c'est vrai que ça va intervenir, mais c'est pas le premier driver comme on le voyait avant, là. Donc, vas-y, Marie, go. Chacun sa question. Quand on parle de perspective d'évolution, est-ce que tu vois des tendances par rapport à des groupes d'âge? Est-ce que c'est plus généralisé? Ouais, c'est sûr que plus on est jeune, plus on veut améliorer notre sort. Puis ce qu'on voit aussi dans la littérature, c'est que les générations, on est beaucoup dans l'instantanéité. Fait que c'est sûr que la patience d'évoluer est pas la même qu'elle était pour les travailleurs. Puis là, surtout, là, on regarde avec la croissance, puis le nombre de possibilités, le fait qu'il y a beaucoup de postes vacants. Là, c'est sûr que les gens vont être un peu moins patients qu'ils l'étaient avant, puis ils veulent avoir un plan clair. Puis c'est la perspective du temps, tu sais, je pensais à ça en m'en venant, je me disais, je sais pas si vous en rappelez comment que ça a été long votre secondaire, long le cégep, long l'université. Le temps, il est beaucoup plus long quand on est jeune. Plus on vieillit, plus on a l'impression que ça passe vite. Fait que tu sais, des fois comme gestionnaire, on dit ben voyons, tu sais, il me semble que ça fait pas longtemps là, ça fait 6 mois, mais pour la personne, tu sais, souvent c'est les jeunes générations là, entre tu sais qu'on va bouger le plus là, au début là, entre 25 35 ans. 6 mois c'est extrêmement long là, tu sais. Puis aussi là où la gestionnaire arrive avec sa perspective, dans le sens où, selon son vécu, moi, étant nouvellement professionnelle en enseignement, à un moment donné, un prof avait dit, moi, j'ai fait ça, alors faut que tous les nouveaux fassent ça. Moi, j'avais dit, ben moi, j'ai le goût de réussir ma vie personnelle et professionnelle. Alors, si ça te dérange pas, je vais suivre selon, je vais avoir des exigences qui coïncident avec ce que je veux dans la vie, là, d'une certaine façon. Puis ça fait 20 ans. Je sais pas si c'est encore comme ça, si on ose dire ça. Mais il y a un peu ça en arrière, peut-être, non? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a on a beaucoup de dans mon temps, tu sais, mais dans mon temps, c'est plus ce temps-là. Le temps, il y a beaucoup de changé. À la défense des gestionnaires, tu sais, je pense qu'il y a un enjeu qui est, puis tu sais, on parlait des statistiques, là, quand on regarde le temps moyen passé en poste pour un millénium, c'est à peu près 1,8 années. Fait qu'1,8 années, est-ce que tu as le temps vraiment de consolider les compétences de ton poste? Tu sais, quand on pense 3 à 6 mois, tu es dans la phase adaptation, la phase lune de miel. Après ça, tu commences à rendre le service. Est-ce que tu arrives vraiment à l'étape là, maîtrise? Pas toujours. Puis en même temps, les opportunités sont là. Fait que chaque échelle se monte toujours un peu vite. Fait que pour la personne, c'est sûr que si elle est rendue à superviseur ou professionnel, pour elle, elle est rendue à la prochaine étape. Mais c'est sûr que dans la tête du gestionnaire, avec nos prérequis ou nos acquis de la maîtrise des compétences, on voit toujours un peu la marche, là, tu sais, on voit toujours puis le fait qu'il y a d'autres compétences qui vont être sollicitées dans le niveau supérieur. Fait que il y a ça qui vient parfois là justement ralentir les gestionnaires c'est ça de donner 1,8. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec une stat comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu me lances ça de même là. Écoute, financièrement ça donne beaucoup les ratios, puis je suis pas en finance, puis j'aime pas avoir ces discussions-là financières, mais veux pas, ce que ça fait, c'est que tes marges que tu avais avant pour livrer ton service, pense à n'importe quel même pas obligé d'être une PME, ça peut être une grosse société, mais tu sais, pense en ingénierie ou tu sais, des métiers assez spécialisés. Tu sais, pour une personne qui part, ça t'en prend 4-5, là, parce que l'apport, le niveau de maîtrise des compétences, et là, rajoute aussi le niveau de conciliation travail-famille, puis le nombre d'heures que les gens sont prêts à travailler comparé à avant. Puis c'est correct, là, je juge pas ça, là. On n'est pas obligé de reproduire des choix que nos ancêtres, pas nos ancêtres, mais ceux qui nous précédaient, la génération précédente en fait. Mais c'est juste que sur les marges, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Financièrement, je pense qu'il faut le calculer, là, tu sais, que ça sera pas la même façon de livrer le service. Ça coûtera pas la même chose, là, c'est sûr. Okay. Oui. Puis qu'est-ce qu'on pose comme question au départ? C'est quoi les questions de frappe, là, que tu dis ça va aller chercher la donnée, là?
En entrevue de départ, tu veux dire, qu'est-ce qu'on demande? Oui. Ben, nous autres, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on y va quand même assez standardisé avec tout ce qui rentre en ligne de compte dans l'expérience employée. Fait que, tu sais, ça a déjà été... Puis la psychologie du travail, ça a pas ben changé, je veux dire, en termes de grandes découvertes. Là, tu sais, oui, on s'adapte avec les générations, mais ce à quoi tu attribues de l'importance, le besoin d'accomplissement, le besoin de relations. Fait qu'on a différents blocs. Là, tu sais, les conditions de travail, ça rentre là-dedans. Fait que, dans le fond, nous, on fait tout le tour de roue par rapport à l'expérience employée, sur les pratiques organisationnelles. Est-ce que tu avais l'impression qu'on se souciait de ton bien-être? Tu sais, fait que tu sais, on touche les facteurs de mobilisation. Fait que pour une organisation, ben, sur un inventaire, tu sais, un inventaire de 18 mois sur 2 ans, ben là, on essaie d'aller voir, ça, tu vois, tu sais, c'est pas présent, mais fondamentalement, ça revient, comme je disais, souvent à une question de carrière, une question d'évolution. Je savais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Je le voyais plus, j'apprenais plus. Ouais, c'est ça. D'avoir l'entreprise qui vont développer leurs compétences. Ce que j'entends, c'est ça, là. Ouais. C'est ça qu'on recherche. Puis, dans les PME, comment ça change ou quelles sont les pratiques que tu as pu observer? Les pratiques gagnantes pour retenir? Ou, en fait, plus, c'est-à-dire quand les gens quittent, à savoir quelles sont leurs habitudes, parce que justement, faire des entrevues, d'avoir quelque chose de structuré, est-ce que tu as vu des approches que tu as trouvées intéressantes pour avoir, nous, justement, avant la rencontre, on se disait, c'est toujours, il y a un volet où faut qu'on se remette en question. C'est comme quand un employé quitte, c'est de dire quelle est la part qui nous appartient, quelle est pas notre tort, mais ou un peu dans le sens où est-ce qu'on aurait pu la retenir, est-ce que ça nous appartient, et puis qu'est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut changer. Donc on peut faire dans la grande organisation avec un plus grand déploiement. Dans la PME, ça peut ressembler à quoi? Des gens qui se soucient bien du départ, qui vont bénéficier de l'information associée au départ. C'est sûr que l'enjeu de la PME aujourd'hui, là, c'est comme c'est une question de bassin. Là. Tu le sais, je veux dire, veux pas, quand tu fais un processus de sélection, puis tu sais, si t'as 200 personnes qui appliquent, ben c'est sûr que plus tu sais, t'es peu et t'es crème, ben la personne, tu sais, 100%, t'as le choix, là, vraiment, d'aller dire, en termes de savoir-faire, savoir-être, motivation, le fit. Fait que tu peux être très exigeant sur tous tes critères. Fait que l'enjeu qu'on voit dans la PME, c'est que souvent, les gens, ils savaient là que c'était pas un fit 100% parfait, puis tu peux pas adapter ton milieu de travail en fonction de chaque personne là, tu sais, qui rentre. Fait que tu sais, je pense que l'onboarding, c'est super important. Tu sais, dans le fond, dans les pratiques, c'est sûr qu'on prêche un peu pour notre expertise. C'est sûr que nous, plus on est capable d'avoir des conversations franches et direct avec les individus sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as à travailler. Tu sais, plus on est transparent dès le début, comme c'est juste 1,8 années, on sauve le 6 mois de toi t'aimes ça comme ça, moi j'aime ça comme ça, moi ça me motive, tu sais, fait que what brings you joy. C'est un peu ça. Fait que ça, je pense que ça nous aide à aller plus vite puis à accélérer l'intégration. C'est sûr que tu sais, dans le fond, c'est comme je dis, on prêche pour notre expertise dans le sens où nous on le voit les résultats que ça permet d'apporter, mais en PME, puis je l'entends le feedback là des gestionnaires à travailler. Puis tu sais, avant ça, la psychométrie, c'était beaucoup pour la grande organisation. Là, aujourd'hui, je le vois que ça amène quelque chose. Là, j'ai un gestionnaire qui me dit la semaine passée, « Tiens, vous êtes en train de me rendre addict à ça parce que je sais que ça va me faire sauver du temps. » là. Puis là, ils n'ont plus le temps. Là. Puis en plus, ils n'ont plus la personne 100% parfaite. Là. Parce que t'en as plus 10, là. T'en as la rétention commence à onboarding. L'effet wow. On parle beaucoup de l'effet wow, hein, Marie? Maximiser ce 1,8 années. Puis l'étirer au maximum. Mais c'est ça. Parfois, on dit, c'est plus vers la fin qu'on a de l'impact, mais plus on investit au départ. Hein, on a déjà eu des collègues, Christine, à un moment donné, qui se rappelaient de quelque chose qui avait été promis
dans le passé, puis vraiment le contrat moral avait pas été rempli, puis ils l'ont traîné longtemps d'une certaine façon. Alors, des fois, on se concentre plus sur la fin, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, mais j'entends que on peut se concentrer beaucoup sur le début, puis on dit l'onboarding, mais c'est même dans le processus de sélection, dans ce qu'on demande, où est-ce qu'on peut se positionner. L'expérience candidat, là, c'est hyper important. Oui, c'est ça qui est une... c'est ça qu'ils puissent déjà se voir se projeter vers nous. Puis ça va aussi loin que chez nous, on a sorti une vidéo sur la culture d'Atman. Puis j'ai été vraiment surprise de voir comment des nouveaux candidats pouvaient, sans qu'on ait à faire la vente nous-mêmes, qui se disent « Hey, ce que je vois là, moi, je me vois. D'avoir... Puis j'ai l'impression qu'ils traînent ça quand ils sont avec nous dans l'organisation. Mais il faut que ça soit vrai, par exemple. How that makes you feel. Tu sais, l'entreprise, c'est beaucoup ça, des sentiments d'appartenance. Puis ça, en tout cas, onboarding. Puis sur les perspectives de carrière, souvent les gens ils vont dire, j'ai l'impression, dans le fond, les milléniums vont accorder beaucoup plus d'importance à un travail qui est intéressant versus nécessairement le salaire. Le salaire, c'est toujours important, là, mais à condition égale, là, quand tu as l'impression que tu es bien payé. Fait que souvent, les gens ils vont dire, j'avais l'impression qu'on me demandait de faire mon secondaire 5 à répétition. À un moment donné, c'est un peu ça aussi, là, tu sais, que la personne, elle veut tout le temps avoir l'impression qu'elle progresse, mais c'est difficile là, en PME d'offrir des nouveaux défis puis tu sais mais je sais pas si c'est en PME. Moi j'ai l'impression que dans la plus grande entreprise où il y a plus de spécialisation d'une certaine façon, il y a puis souvent dans les PME, il y a de la croissance, il y a du changement, il y a de justement la compétition, d'aller voir de nouveaux marchés, etc. J'ai l'impression que en fait, c'est même une arme pour se battre, pour garder nos gens, parce qu'il y a toujours quelque chose qui sort de leur zone de confort versus des fois on va dans des grandes organisations pour on dit mon Dieu, super conditions, mais ils sont éteints. Ils sont enlisés dans un rôle qui leur appartient, puis on a cette difficulté. Puis c'est ça, au niveau des conditions, ça c'est bon, il y en a qui vont changer rapidement. Par contre, il y en a qui sont un peu attachés à leurs conditions, ou puis dépendamment des préférences, tout ça, la capacité à gérer le risque, la carrière, ben on voit des comportements qui sont différents, mais ça fait mais ça c'est une chose, c'est il y en a qu'on garde, mais est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut les garder? Il vient un moment où est-ce qu'un roulement peut être bon? Ben, c'est sûr que si on se fie à la philosophie des Américains, qui disaient à chaque année, on devrait mettre, c'était-tu Jack Welch qui disait ça, 5% de ton staff, là, ça serait bon à chaque année de faire ça. C'est sûr que, tu sais, c'est ça. C'est une philosophie qui était dans l'abondance l'abondance ou plutôt le pouvoir plus à l'employeur qu'à l'employé. Là, je suis pas sûre que cette philosophie-là flyerait aussi haut aujourd'hui. Un petit peu plus difficile aujourd'hui. C'est ça. Là, on est plus à dire ça a mal été cette année, on va te donner 2 autres années pour te replacer. C'est difficile. Mais c'est quand tu parlais de PME, moi ce que je vois beaucoup, c'est certaines PME qui sont d'une grosseur 100-200 employés, où ils ont moins le sentiment d'appartenance d'une petite, une très petite, les liens quasi familiaux, là, d'une certaine façon. Puis donc qui sont comme entre les deux, qui n'ont pas les moyens de la grande entreprise en termes salarial, en termes de possibilités, ils ont un début de spécialisation. Puis pendant la pandémie, moi, les clients qui étaient dans cette strate de 100 à 200, c'est sûr que je considère qu'ils ont souffert le plus en termes de perte d'emploi. À dire, Marie, je ne cesse de réembaucher, de former, de réembaucher. Là, c'est comme ça. C'était des employés de grande qualité qui avaient des opportunités, qui pouvaient pas vraiment se battre. Cette PME-là pouvait pas se battre contre les conditions de travail de la plus grande entreprise. Ce qu'on a vu dans la pandémie, tu dis qu'est-ce qui a changé. Je pense que dans la pandémie, puis là, avec l'inflation, ça fait plusieurs entrevues de départ que je fais. Définitivement, la localisation
a plus d'importance. Elle avait de l'importance avant, mais là, combiné avec le télétravail, là, évidemment, là, tu sais, là, ça, j'en ai plusieurs, les entrevues de départ dernièrement qui disaient, ben, avant ça, je faisais 45 minutes de route à tous les jours, c'était pas vraiment grave. Puis là, aujourd'hui, avec le prix de l'essence, là, dans le fond, puis surtout que j'avais des opportunités à côté, fait que, tu sais, ça a été un des facteurs, là, qui est comme nouveau, là, je dirais. Ouais, on a comme vécu, hein, il y a comme un non-retour en arrière en termes de temps de déplacement qu'on a pu tolérer souvent. Ouais. Mais je l'ai senti aussi. Là. Je venais ici aujourd'hui, ça m'a pris 40 minutes. Je me dis, ça fait longtemps, j'ai fait 40 minutes d'autoroute. Écoute, on est-tu bien? Ouais, c'est sûr que les gens, ils vont mettre des critères là, qui sont vraiment, vraiment difficiles en termes, tu sais, ils sont beaucoup moins négociables sur la qualité de vie, qu'est-ce que ça prend, tu sais, le télétravail, tout ce qui est plus obligatoire, là, tu sais, c'est sûr que ça aide pas, là, ça aide pas le retour. Puis en même temps, il y a des industries, c'est comme ça, c'est juste que ça fait que, comme il y a l'industrie de services permet d'être délocalisée, ben là, ça amène les gens à s'en aller plus dans les industries de services puis de laisser tout ce qui est plus on-site, là, comme le manufacturier ou l'industriel, ou tu sais, veut pas, à un moment donné... l'exercice est là. L'emploi est là. Fait que ça, c'est eux autres, ça les défavorise un petit peu, là, c'est sûr. Mais toi, Sabrina, justement, dans ton entreprise Talentrix, t'es CEO de ça, mais tu fais aussi de l'intervention. Tu vois, tu regardes un volet stratégique, hein, un volet business versus, ça fait partie comme intégrer, c'est emboîter toutes ces informations d'une certaine façon sur les changements, sur où on en est rendu pour prendre les bonnes décisions stratégiques. Puis tu me demandes par rapport à mon entreprise? Non, par rapport à tes clients, là. Est-ce que c'est pas juste de regarder une approche RH, là. C'est comme de dire, à un moment donné, il faut prendre les décisions en amont. Est-ce que je me trompe? J'ai vraiment l'impression. C'est de mettre des programmes puis de conscientiser beaucoup les gestionnaires à ça, là. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'il va avoir? Moi, honnêtement, tu sais, la relation, tu sais, je disais que ta relation avec ton gestionnaire, c'est pas ce qui faisait que tu allais partir, mais c'est beaucoup le type de conversation que tu vas être capable d'avoir avec la personne. C'est ce qui va faire que tu vas rester comme ton vieux couple, tu sais, dans le fond, là, puis tu sais, ça se renouvelle, puis est-ce que t'es proche, est-ce que t'es capable, est-ce que tu vas m'accompagner là-dedans, puis une sortie, ça se planifie, puis même, à la limite, avec l'organisation avec laquelle on travaille le plus, on a commencé à introduire le concept de salarié boomerang, puis ça, c'est des employés qui reviennent. Tu sais, auparavant, là, tu sais, moi, je me souviens, mon mari travaillait dans les technologies, puis il disait, c'est une loi non écrite. Quand quelqu'un a quitté, oublie ça, tu réembauches pas une personne qui t'a quitté. Tandis qu'aujourd'hui, finalement, tu te rends compte que, ben, peut-être que la personne, elle a quelque chose, surtout quand tu fais les entrevues de départ, puis que tu te rends compte que finalement, j'en voyais pas de perspective, puis j'étais rendu là, puis je pouvais pas voir comment je pouvais progresser dans cette organisation-là. La personne qui va développer ses compétences dans un autre poste, accompagnée dans une autre opportunité, ben nous, dans les entrevues de départ, à cette heure, on le demande. Seriez-vous intéressé? Ben, premièrement, il y a toujours la question, est-ce que vous recommanderiez notre organisation comme une bonne place? Puis, tu sais, dans la plupart des organisations, c'est oui, là. Tu quittes pas. Tu sais, c'est très rare, les gens qui vont quitter puis qui vont dire amant ou va pas travailler là. Surtout, tu sais, je veux dire, veux pas, t'as passé 2 ans, 3 ans, 5 ans dans une place, c'était pas si pire, c'était pas tout pas bon, là. C'est comme quand tu dis, c'est pas, à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a plu chez cette personne-là, puis t'as fait un bout de chemin avec. Fait que, honnêtement, c'est plutôt rare, là, les personnes qui m'ont dit non, je recommanderais vraiment pas cette place-là. Puis si c'est le cas, honnêtement, là, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. Faut que tes entrevues de départ posent la question, parce que si après 5-6 que tu fais, si la réponse est non, c'est que là, ton expérience employée est vraiment, vraiment... T'as un gros changement à faire. Fait que là, tu mets la table pour le retour. Puis c'est ça, fait qu'on pose toujours
toujours la question, seriez-vous intéressé à être sollicité? Parce que là, aujourd'hui, une des questions aussi qu'on a rajoutées dans nos entrevues de départ, c'est avez-vous été sollicité par l'externe ou bien vous avez postulé? Puis là, c'est sûr que, on le sait, là, quand on affiche un poste, là, on reçoit 0 CV, là, tu sais, ou on en reçoit 1 ou 2, là. Fait que là, ce qu'ils font, là, c'est le sourcing, là, tu sais, dans le fond, le recrutement, toutes les équipes de recrutement vont vous le dire. Si j'ai un poste, il faut que j'aille solliciter des candidatures. Fait que, honnêtement, dans les derniers 18 mois, là, tu sais, c'est sûr que là, c'était peut-être une grande organisation. Peut-être c'est moins pire dans les PME, là, tu sais, quand c'est des organisations qui est en vue au Québec, tu sais, on en a pas tant que ça, là, des grandes organisations au Québec. Fait que 80% du monde avait été sollicité à l'externe, là, vraiment. Puis, dans l'autre question qu'on rajoutait, ben, c'était si on avait une opportunité qui s'offrait, est-ce que vous seriez intéressé à être sollicité par nous à nouveau puis à revenir dans l'organisation? Là, ça peut te donner aussi un benchmark, là. Puis en général... C'est souvent oui? Ouais. C'est souvent oui. En général, c'est souvent oui. À part justement ceux qui, c'est vraiment... Ce qu'ils disent en dessous, avec un autre gestionnaire, mais où est-ce que c'est avec un autre gestionnaire? Je quitte. Mais pas vraiment, en tout cas pas dans l'expérience que j'ai, tu sais, avec l'échantillonnage. C'est sûr que, tu sais, j'ai pas 100 organisations de référence. Mais en général, les gens, ils disent, ben, tu sais, quand l'organisation est plutôt grande puis que tu pars juste parce que justement, c'était l'évolution de carrière qui t'amène ailleurs, là, quand c'est ça le driver principal, en général, les gens, ils vont dire, ben oui, tu sais, j'ai beaucoup aimé, j'avais plus l'impression que je pouvais progresser, j'ai eu une opportunité ailleurs. Fait que ça peut être le fun aussi de faire le lien quand tu parles de stratégie, faire le lien avec tes équipes d'acquisition de talent, puis entretenir ton pipeline, te parler, c'est ça. Il y a comme une probabilité de retour que même vous pourriez évaluer là quelque part. On parle de ça, on a réussi d'aller voir ailleurs, de voir the grass greener on the other side. Puis entre autres avec les jeunes, nous on a vécu un départ dans le passé. Puis c'était une personne plus jeune puis qui était avec nous depuis un bon bout de temps, juste après l'université. Puis j'avais parlé de ça avec un collaborateur externe, un autre gestionnaire à l'externe. Puis il avait dit mon Dieu, ça arrive tellement, même que il disait les plus jeunes, on s'attend à un certain moment donné, après 2 ans, qu'il y a cette curiosité à découvrir autre chose. Donc, c'est ça semblait... Es-tu d'accord avec ça? As-tu constaté que la première job, là, à partir du moment... De pas être capable de comparer, il y en a peu qui se contentent de ça. Des fois, c'est des cultures organisationnelles aussi. Puis, tu sais, tant que tu la vis pas, la culture, tu sais pas vraiment, tu sais, de l'expert. Puis c'est correct, là, de voir... tu sais, ça, c'est la culture de PME. Puis c'est ça, la PME, j'aime ça ou j'aime pas ça. Une culture de fonction publique, ben c'est correct, tu sais, peut-être que tu vas arriver là puis tu vas dire my God, tu sais, je suis comme un poisson dans l'eau, je me sens tellement bien dans cette culture-là. Puis des fois finalement tu te dis ben entre les deux, je l'ai essayé, tu sais, puis c'est toutes les industries aussi là, tu sais, des fois tu le vois là, tu sais, des fois tu as des chocs là des industries, tu passes à une industrie plus centralisée ou réglementée ou tu sais, tu t'en vas parce que fait que c'est ça. C'est toujours, tu peux toujours avoir le défaut de tes qualités, là. On le sait, là. Puis, même, moi, j'avais eu un commentaire par rapport, mettons, à la technologie. Chez nous, c'est très, on a beaucoup d'outils, tout ça. Mais la personne, étant plus jeune, trouvait qu'on était un petit peu dinosaures. Mon Dieu! Mais en allant ailleurs, donc, justement, quand on arrive comme jeune, on a travaillé à l'université qu'avec des gens de 20 ans qui sont nés là-dedans, comme on dit. Ben là, le fait d'avoir un autre comparatif nous fait changer nos perspectives aussi. Là. Donc, on peut dire que ça peut être bon. On espère qu'ils reviennent, par exemple, quand ils le quittent. C'est ben ça revient beaucoup à la conversation. Ça revient un peu à l'éducation des gestionnaires par rapport à la psychologie du travail. Puis ça a l'air... On dit ça depuis tous les temps, là, tu sais, quand on est gestionnaire, on fait de la psychologie, mais tu sais, je pense que ça amène un autre
type de conversation, là, tu sais, de comparer les cultures, tu sais, les gestionnaires devraient être beaucoup plus, je vais dire, connaissants ou avoir cette discussion-là là, sur tous les aspects qui touchent le développement organisationnel, comment les équipes travaillent, le processus de décision, le processus de communication, d'être capable de faire cheminer les jeunes, parce qu'en général, ça va être là qu'on va voir le plus gros taux de démission, là, on veut pas, là, rapide. Fait que, c'est ça, les outiller pour qu'il y ait ces conversations-là, là. Donc, dans ceux que tu as vus, là, qui savaient bien s'occuper de leurs jeunes pour les garder au moins 2 ans. Oui, c'est ça. C'est ce que tu retrouvais. Ben, les faire progresser, leur donner des défis, tu sais, peut-être même les prêter, les faire bouger, leur offrir des stages à l'intérieur d'organisation. Mais ça implique de s'en départir, là, c'est sûr. Puis, ça, c'est que aussi, il y a ce côté où on peut penser de façon égoïste ou de dire, ben regarde, moi j'en ai vraiment besoin, puis si je la perds, ça va être une catastrophe. Mais moi, je crois que faut que l'organisation s'élève en même temps que l'employé, parce qu'à un moment donné, si l'employé trouve pas son compte, va aller ailleurs. Donc, ce choix qui peut être un petit peu plus égoïste pour l'équipe, pour pas déstabiliser, ben, à un moment donné, on les perd tout simplement. Donc, c'est de faire preuve de vision, quelque part, ou de penser comme équipe, comme organisation plutôt. Puis, ben, on en bénéficie, à plus long terme, d'une certaine façon. C'est sûr que tout le monde va vouloir améliorer son sort dans la vie, là. Tu sais, veut pas, là. Surtout quand on a tu sais, quand on sait que on a cette possibilité-là ou ce potentiel-là, puis toute l'énergie puis la drive qui vient avec. Fait que souvent, les leaders qui vont être, quand ça vient de l'interne, c'est beaucoup plus facile, là, tu sais. Puis ça, dans les entrevues de départ, souvent, on l'entend aussi, là, tu sais, puis tu sais, on le voit, là, avec les augmentations de salaire. T'as plus de chances de faire plus de salaire si tu viens de l'externe. En ce moment, c'est un peu la surenchère qu'on devrait pas. Ouais, ça on a eu des conversations dans le passé avec des collègues, cette surenchère inéquitable, parce qu'il faut le dire. Est-ce que c'est vraiment une stratégie gagnante dans le sens où à court terme, t'acquiers un nouvel employé, mais à long terme, tout ça c'est dans la vie. Il y a quand même un message qui est ben on traite mieux ceux qui arrivent que ceux qui sont fidèles depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment avantageux de ben moi, je pense pas, parce que de toute façon, si tu fais juste créer de l'insatisfaction, puis les gens, ils vont quitter pareil, puis ils vont juste aller. Il y a quelqu'un d'autre qui vont surenchérir pour eux-mêmes. Fait que, tu sais, dans le fond, puis là, ce que ça fait quand on parle de pression financière, c'est qu'à un moment donné, tu te mets plus à risque, là. La pérennité de l'organisation est plus à risque. Fait que, je suis pas sûre qu'en termes de rémunération, puis, tu sais, que les profits, puis là, c'est toujours, tu sais, les profits, c'est variable, mais que les profits soient mieux distribués, puis que tout le monde en profite plus. Tu sais, j'ai absolument rien contre ça. Mais dans la PME, c'est sûr, ils vont quitter, puis de toute façon, ça va t'en prendre 4 pour remplacer l'expertise. Fait que c'est peut-être plus à risque là, de faire ça. Puis là, avec tout ton vécu on sent la scientifique derrière avec ses analyses, tout ça, plus tes observations terrain. Si tu avais justement des conseils à la PME, puis à la grande entreprise, qu'est-ce que tu dirais là? T'as quelques minutes. Ben moi, c'est sûr que je veux pas prêcher nécessairement pour dire l'impartition des entrevues de départ. Là, tu sais, je veux dire, j'ai pas obligé de faire affaire avec un consultant, mais la standardisation des données en lien avec tes départs. Moi, je vois qu'il y a une valeur ajoutée à faire ça sur une période, là, tu sais. Puis des thématiques diversifiées. Faire un bon tour de roue de l'expérience employée, mais moi, c'est vraiment la standardisation. Ça serait ça que je recommanderais, là, puis tu sais, ça, c'est mon background. Sont-ils toujours d'accord à le faire? C'est très rare, en tout cas, écoute, là, les organisations qu'on a, même quand les gens sont pas... mais tu sais, c'est sûr que là, moi, j'ai toujours l'avantage d'être
vus comme étant plus impartiales, puis à l'externe, puis on les relance, puis honnêtement, là, j'ai moins de 1% des gens qui vont refuser de participer à ça. Puis c'est un peu comme mon même discours que quand t'as été mariée pendant 10 ans. À un moment donné, t'as quand même un sentiment je vais dire, de loyauté pareil. L'organisation, elle a mis du pain puis du beurre sur ta table pendant ces années-là, pareil, peu importe c'est quoi, là, puis c'est jamais, il y a toujours deux côtés de médaille, fait que, en général, je te dirais, même ceux qui sont très amants vont participer pareil, ne serait-ce que pour être entendus. Puis comme en termes de standardisation, de dépersonnalisation, puis moi, tu sais, j'aime bien le côté données qualitatives, les données quantitatives. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un protocole de collecte de données, de la manière que je le fais. Mais je donnerais comme conseil, et c'est pas obligé d'être très scientifique. La règle de base, c'est la standardisation, puis peut-être la même personne qui le fait, puis qui cumule, puis de pas nécessairement essayer de trop agir par rapport à une personne. Tu sais, parce que ça, on est toujours global, un peu biaisé, d'essayer d'en cumuler un petit peu, puis prendre un peu de temps, tu sais, de le faire sur le temps, puis périodiquement faire des mises à jour. Parce que moi, je le vois avec l'organisation, ça fait 3 ans, la culture, elle évolue beaucoup plus vite. Ce qui était bien dans ta culture, 5 ans après, ça devient un défaut. Tu sais, fait que d'un point de vue stratégique, je trouve que c'est toujours comme prendre la hauteur puis cumuler pour essayer de... Fait que c'est sûr que quand t'es à l'externe, tu sais, moi, souvent, je le dis, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que vous autres, c'est juste parce que nous, on voit la forêt. Vous autres, vous êtes dans la forêt, fait que, tu sais, c'est plus difficile de prendre la hauteur. Fait que c'est un peu ça. Puis quand on parle de standardisation, c'est bon de choisir les bonnes questions. Ouais. Donc, puis ça, s'il y a un endroit où il faut se faire aider, c'est de l'externe pour avoir cette expertise qui vous permet qui permet à l'entreprise d'aller chercher la bonne information. Donc que ce soit fait à l'interne ou à l'externe après, c'est pas grave, mais le questionnaire en soi doit en être un bon, là. Garbage in, garbage out. Ça fait le background psychologie du travail. Tu sais, dans le fond, poser des questions sur ce qui a nécessairement de l'impact par rapport à l'expérience employée. Nous autres, c'est vraiment de même qu'on le formule, là. OK. Ça va. Rappelez-vous de ça. En fait, quand on regarde là, justement dans ta pratique en général, est-ce que ça revient beaucoup justement, il y a les entrevues de départ, mais est-ce qu'il y a d'autres tu t'as parlé justement du onboarding, peut-être que tu pourrais nous en parler davantage, à dire c'est quoi les bons comportements au onboarding qui va... Pour la rétention. Oui, c'est ça. Départ, ça vient beaucoup, la rétention. C'est une thématique... Ben, c'est faire travailler le recrutement main dans la main avec l'onboarding. Tu sais, des fois, c'est sûr que comme recrutement, c'est que t'as une chaise, puis il faut que tu la combles, puis ça change pas. Mais tu sais, souvent, le recrutement vont être peut-être plus à haut niveau là sur les critères, fait que tu sais là, d'un point de vue psychologie du travail, c'est comme faut quasiment que tu ailles un peu plus loin par rapport à les motivations, le secteur d'activité, l'envergure, la rapidité, la complexité. Moi souvent je vais dire à mes clients, tu sais, est-ce que tu t'as vérifié la complexité des problèmes qu'elle avait à traiter, cette personne-là, dans son poste, pour dire, parce que ça se peut, là, que en termes de titre ou d'industrie ou, tu sais, la vitesse d'information, fait que, tu sais, ça, je trouve qu'en recrutement, des fois, on passe vite, là, sur ce que la personne elle a vécu puis qu'est-ce qu'elle a pu démontrer comme compétence. Puis après ça, ben comment tu passes cette information-là, parce que ben souvent, on va l'apprendre pareil. La réalité, c'est ça. Fait que comment tu passes cette information-là à ton gestionnaire pour que qu'il fasse un plan de développement, un plan d'accompagnement. C'est pas juste l'onboarding, c'est plus juste là l'intégration wow, là. Pour moi, ça va aussi à
le développement en continu dès le jour. Dès le jour. Oui, c'est ça. Puis personnaliser l'approche, c'est beaucoup ce qu'on regarde, à dire justement comment t'apprends, quelle est ta meilleure façon d'apprendre, quels vont être tes leviers de motivation, sur quoi aussi on parle beaucoup de ce qui est à développer. Il y a aussi sur quoi tu peux miser pour aller plus loin, pour contribuer à ton équipe, pour rayonner, pour t'émanciper professionnellement. Ça, chez nous, c'est quelque chose qui est beaucoup remarqué quand on arrive et on dit, toi, tu risques c'est ça que tu vas nous apporter. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou on a une lacune là-dessus? Tu vas être la gardienne de quoi? Oui, tu vas être la gardienne de ou... au service conseil, on avait beaucoup d'introvertis, donc qui étaient moins showgirl, showman. Puis justement, quand on arrivait avec des gens qui étaient plus extravertis, ben on leur mettait un peu le flambeau de représenter plus l'organisation, d'aller au-delà de leur poste aussi, au-delà de leur poste, tout ça. Donc de miser là-dessus, moi je trouve que c'est vraiment un bon moyen de garder. Puis aussi pour certains, c'était de dire ben selon ton profil, voici ce qui se révèle être un talent naturel potentiel. C'est comme si on l'avait trouvé. Parfois, ils sont pas, c'est tellement naturel qu'ils réalisent pas. Puis c'est comme s'il y a une certaine fidélité à cause qu'on a on a su savoir leur potentiel sur tel ou tel aspect. Là. Je trouve que ça reste longtemps, ce sentiment-là. Les employés nous le rappellent, ce qu'on leur a dit. Je sais pas si ça fait ça, toi, pour absolument. On a vu le potentiel avant eux. Christine fait beaucoup les interprétations. Étant VP, va quand même faire les interprétations des profils de tous ceux qui vont arriver. Puis ça donne vraiment un aspect... Mais souvent, puis c'est sûr que la reconnaissance, ça fait souvent partie des choses. C'est pas une raison de départ, mais c'est souvent, quand tu poses la question, est-ce que vous vous sentiez reconnu? La réponse, c'est pas mal tout le temps pas tant que ça. Puis, tu sais, les études vont le montrer. Si tu demandes au gestionnaire, est-ce que tu donnes de la reconnaissance à tes équipes, tous les gestionnaires vont dire, moi, ma gang, je les reconnais. Mais si tu demandes à lui-même, est-ce que toi, tu te sens reconnu? Il va dire non, là. Fait que c'est comme, c'est toujours non quand c'est toi. On n'en a jamais assez, de la reconnaissance. Mais c'est aussi, c'est quel type, de quelle façon. On a déjà fait un sondage où c'est surprenant. Comment vous voulez qu'on vous reconnaisse? Est-ce que c'est plus devant tout le monde? Est-ce que c'est de façon individuelle? Est-ce que vous voulez du cash de plus? Est-ce que vous voulez c'est vraiment qu'est-ce que c'est ça? Puis chacun ça fait beaucoup un lien avec certaines préférences, certains traits de personnalité. Ça va varier beaucoup en fait. Puis même parfois on peut avoir des bonnes intentions de motiver quelqu'un, mais finalement c'est le contraire qu'on fait. C'est pour ça, souvent, avec les gestionnaires, on va leur recommander, tu sais, dans les points de chute, là, on va pas dire évaluation de rendement, mais tu sais, toutes les périodes de conversation en continu, on va recommander aux gestionnaires, là, de poser cette question-là. Comment t'aimes être reconnu? C'est quand est-ce la dernière fois que tu t'es senti bien au travail? Quand tu te sens pas bien, qu'est-ce que tes collègues font ou ont déjà fait ou pourraient faire pour te faire sentir bien, pense à ça. Fait que c'est des conversations comme ça, dis c'est vrai, tu sais, ce jour-là, j'étais comme déprimée, puis finalement, tu sais, c'est ça, c'est jamais la même réponse pour tout le monde, là. Chacun a sa façon là, d'être reconnu. J'ai déjà fait certaines interventions où je demandais aux gestionnaires, on écrit sur un papier, comment t'aimes être motivé, toi? Ils font une liste, prennent ça au sérieux, tout ça. Puis après on dit prends ta feuille là, chiffonne-la puis sac-la aux poubelles. On s'en fout de ce que t'aimes maintenant, c'est ce que l'autre va aimer, qu'est-ce que l'autre a besoin. Puis là c'est vraiment une technique d'impact, mais je trouve que ça souvent on va motiver, on va en fonction de nos besoins. Les intentions sont pas mauvaises, mais ça a pas toujours l'effet escompté là. C'est pour ça parfois un mapping de psychométrie va permettre de dire OK, c'est ça. Être introverti, on va pas tout faire les démonstrations de notre satisfaction devant le grand groupe, ça pourrait les rendre mal à l'aise ou dépendamment. C'est toutes des stratégies qu'on peut regarder à cause qu'on sait comment les gens sont bâtis, là. Ah, c'est beau, mais le temps passe. Le temps passe. On arrête un jour. Sabrina,
On va mettre le lien de ton site Internet, en fait, de ton lien LinkedIn sur notre podcast, la description du podcast. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça va aider à augmenter la moyenne du temps en poste. C'est un très bon départ. Pas pire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye.